Merci beaucoup, Damien Hurtebise. Je suis désolé de vous avoir un petit peu brusqué, mais nous allons écouter maintenant Yael Abé-Sira qui va monter à l'estrade, si j'ai bien compris, et qui va nous parler de la propagande à destination de la population musulmane, celle qui est propagée par les ondes, par les Britanniques et l'Allemagne nazie. Merci Yael Abé-Sira. Je voudrais tout d'abord remercier le Mémorial de la Shoah à Paris, l'Institut Benzi à Jérusalem et tout le public ici présent pour me permettre de participer à ce colloque. Alors je commence. La Seconde Guerre mondiale a été le théâtre d'un développement sans précédent, d'une guerre qui, non seulement sur le plan militaire, a été intense, mais s'est accompagnée d'une guerre psychologique structurée et orchestrée. L'opération Torche en Afrique du Nord en est un parfait exemple. L'arme du verbe, celle de la propagande radiophonique, soulignée largement par M. Hurtebise, et écrite, a été utilisée par les Britanniques et les Allemands à l'attention des populations musulmanes d'Afrique du Nord, et ce de manière particulièrement intensive à la veille et au lendemain de l'opération. Ces propagandes, à dessein diffusées en arabe, avaient pour objectif d'influencer l'opinion publique musulmane afin de la mobiliser et d'inciter les Maghrébins à prendre part au conflit et à se rallier à leurs armées respectives. Pourtant, ce sujet ne pourrait être abordé sans que soit souligné l'apport novateur des travaux particulièrement documentés de Jeffrey Earth, qui a brillamment mis en évidence la cohésion et la rationalisation, ainsi que l'impact de la machine de propagande nazie. Par ailleurs, Faisal Sherif, qui s'est de son côté livré à l'analyse de la propagande britannique, a pour sa part conclu à son caractère tardif et peu efficace juste avant l'opération Torche. Toutefois, ces travaux, pour diverses raisons, ne sauraient nous donner un éclairage complet de la situation telle qu'elle existait sur le terrain. Déjà en 1979, notre collègue Charles Robert Ageron n'a pas manqué de souligner que la révélation des sources françaises permettra à elle seule, le moment venu, d'évaluer de façon beaucoup plus circonstanciée les effets réels des propagandes sur les populations maghrébines. Ce moment est venu, et c'est dans cette perspective que je me propose aujourd'hui, dans la présente communication, de vous délivrer les modestes réflexions auxquelles m'a mené la consultation récente d'une centaine de documents émanant de divers services de renseignement français coloniaux en Afrique du Nord, datant des années 1941, 1942 et 1943. Ces documents, qui sont bien évidemment partiels, nous révèlent déjà, de façon très inattendue et passionnante, que les services français coloniaux attachaient une importance primordiale à ces propagandes étrangères sur leur territoire. Car les services coloniaux français avaient bien compris que loin d'avoir une influence sur la détermination de la population maghrébine en faveur d'un camp militaire ou d'un autre, les propos qui leur étaient assénés n'allaient pas manquer d'éveiller dans les consciences des Maghrébins un désir irréversible de liberté et même un rêve d'indépendance. J'examinerai dans un premier temps les deux propagandes concernées, tant en leur forme qu'en ce qui concerne leur contenu, ce qui nous permettra de les comparer et d'examiner si elles ont atteint leurs objectifs concernant leur influence sur la population maghrébine. À cette occasion, j'analyserai les sources françaises susvisées qui nous permettront non seulement de mieux comprendre l'évolution des dites propagandes, mais aussi d'éclairer d'une autre lumière leur impact sur la population nord-africaine. J'aborderai tout d'abord la forme et le contenu des propagandes allemandes et britanniques à l'attention des Arabes. Il faut garder présent à l'esprit la différence fondamentale, stratégique des objectifs poursuivis par les uns et les autres. Mais aussi, d'autre part, ne jamais perdre de vue que l'une comme l'autre ne souhaitait pas, dans un premier temps, indisposer directement les autorités françaises coloniales, pour des raisons stratégiques évidentes et distinctes. Pour les Allemands, la propagande a été conçue dès l'origine comme un outil de guerre, essentiellement destiné au monde entier et diffusé en arabe dès 1934 par Radio Berlin et Radio Bari.
Les Anglais, pour leur part, n'ont diffusé en arabe par la voix de la BBC qu'à partir de 1939 et n'ont fait que réagir à la propagande allemande et répliquer ainsi à titre de surenchère à cette dernière dont ils craignaient les effets dévastateurs. En quoi consistait le narratif propagandiste allemand? Premièrement, à expliquer aux musulmans qu'au-delà des intérêts géographiques, les Allemands et les musulmans menaient en ce qui concerne leur idéologie un combat similaire, ce qu'Himmler appelait les buts et les idéaux partagés de l'islam et du national-socialisme, qui incluait l'obéissance, la discipline, le sacrifice de soi, le courage, le communautarisme et l'anticapitalisme issu de l'anticolonialisme mené par des orateurs radiophoniques très talentueux. Deuxièmement, un élément majeur s'ajoute au projet de propagande, la création d'un ennemi commun aux Arabes et aux nazis, le juif. Je cite, « Vous devez tuer les juifs avant qu'ils n'ouvrent le feu sur vous », diffusé Radio Berlin en juillet 1942. Troisièmement, les Allemands se présentent auprès des Arabes comme le signe d'une providence quasi divine pour accomplir un destin divin. En conséquence de ce qui précède, pour les Allemands, les Arabes ne peuvent que se rallier à la cause commune. Ainsi, lors de la victoire, ils seront sur un pied d'égalité. Ils méritent d'être libérés du joug colonial qui les exploite. De son côté, la propagande des Anglais, loin d'utiliser des méthodes aussi agressives et persuasives, s'est limitée en fait à décrire la grandeur de la puissance britannique et à souligner l'intérêt que les musulmans pourraient trouver à y être associés et à prôner les valeurs intemporelles de la civilisation britannique fondée sur l'humanisme, démontrant ainsi aux Maghrébins qu'ils n'étaient pas seulement des sujets coloniaux, mais aussi des citoyens autonomes du monde, et donc un enjeu important dans l'échiquier de la guerre et dans la lutte contre le colonialisme. 3 outils ont été utilisés par les 2 propagandes en Afrique du Nord. Les journaux, en arabe et en français, le courrier de l'air, les tracts lancés par avion, et la voix radiophonique, qui fut la favorite, bien entendu. Étant particulièrement adapté au taux accablant d'analphabétisme parmi les populations arabes. La radio, écrit Goebbels, permet aussi de vivre une expérience collective. Fin de citation. De surcroît, dans les pays arabes, les radios restaient souvent allumées. Dans les maisons, dans les cafés, dans les bains morts, dans les marchés ruraux ou encore dans les espaces publics. La tradition orale dans les pays arabes a toujours été en effet très efficace et rapide, et le plus souvent transmise par les maquignons et autres courtiers en grains à l'attention de cercles éminemment attentifs aux histoires. La guerre des ondes fut donc le moyen de propagande favorite des 2 ennemis. Elle pouvait se faire par tout moyen et parvenait immanquablement au destinataire. Il n'est pas inutile de souligner la perfection des moyens mis en œuvre à cet égard par les services allemands qui, dès l'origine, n'ont pas hésité à recruter des arabisants de très haut niveau. Et comme le souligne un rapport de la préfecture de Vichy datant du 6 février 1942, dans le but de faire, je cite, « luire aux yeux des Nord-Africains l'espoir d'une amélioration de leur situation matérielle et morale après la paix. » Fin de citation. Ils avaient du reste engagé des orateurs talentueux, tel Yassine. De leur côté, d'après Sheriff, les Anglais n'ont pas cru devoir, semble-t-il, porter tous leurs efforts dans ce domaine, et de façon très surprenante. Ils ont utilisé pour leur narratif de propagande l'arabe égyptien exclusivement. Erreur qu'ils ont tenté de réparer à la veille de l'opération Torche, en diffusant en arabe local, selon les pays. Il est permis de se demander ici s'il s'agit d'une négligence regrettable, d'une maladresse révélant l'esprit colonialiste ou, au contraire, d'une stratégie visant à flatter la population nord-africaine en s'adressant à elle dans le plus bel arabe littéraire, de surcroît compréhensible dans l'ensemble des pays arabisants. Les 2 ennemis ont pratiqué l'infaillible stratégie de la redondance, telle une matraque permanente, et ont diffusé un programme radiophonique quotidien et curieusement identique aux mêmes horaires. Dès 5h45, diffusion du Coran, puis bulletin d'information et d'analyse, chants, émissions artistiques et littéraires, témoignages de prisonniers, prêches d'hommes religieux musulmans,
puis des émissions pour enfants et enfin des cours d'histoire et de civilisation en langue arabe en soirée. C'est en 1942 que les deux propagandes s'intensifient. Les mois qui précédèrent l'opération Torche consistèrent pour les Britanniques à convaincre par l'émission intensive de tracts la population tunisienne, bien que déjà acquise à la propagande allemande, de changer de cap. Après chaque bombardement en Tunisie, les villes boucliers ravagées indignaient nécessairement la population civile. La Royal Air Force larguait alors son premier courrier de l'air en arabe, contenant des informations et des justificatifs ponctués de versets du Coran. Et surtout, des messages appelant à se méfier de la propagande allemande, comme vous l'avez très bien présenté. C'est pour cette raison que la propagande britannique tenait, comme le souligne un bulletin de renseignement de la préfecture d'Alger datant du 31 mars 1942, plus à une démonstration de force qu'à une volonté d'imposer de nouveaux principes. Je cite, « Les propagandes allemandes et britanniques traitent le problème de l'Afrique du Nord française différemment. L'une assure l'indépendance et hante jusqu'aux cerveaux les plus frustrés, et l'autre se joint à un plan plus général d'action sur l'Afrique du Nord. » Fin de citation. Quel a été l'impact réel de ces deux propagandes ennemies? Il est vrai, comme le soulignent Jeffrey Erf, Juliette Bessis et Faisal Sherif, que l'absence de sondage, la censure régnante en temps de guerre, ajoutée à la pénurie de publications, ne nous permettent pas de mesurer officiellement leur influence effective. Pourtant, je pense que les sources françaises coloniales nous révèlent non seulement de l'ampleur des propagandes, mais aussi de l'inquiétude qu'elles suscitaient pour les Français concernant l'avenir de leur colonie. Les documents épars que j'ai étudiés sont majoritairement issus des préfectures du Maroc, d'Algérie, de Tunisie, mais aussi des préfectures de Vichy, de Marseille, de Paris. Il est essentiel de préciser que ces documents ont souvent été classés en leur temps secrets et confidentiels et sont constitués par une centaine de rapports et de bulletins. Ces rapports émanent tantôt des préfectures de police, ou de la police spéciale départementale en Afrique du Nord, et tantôt de l'inspection des affaires musulmanes de l'armée française. Ces documents relatent des faits politiques, transmettent des traductions d'émissions radiophoniques, des renseignements sur des suspects arabes, des informateurs, des rapports minutieux sur les confréries religieuses, les communistes, des comptes rendus et écoutes téléphoniques traduites, mais aussi des dénonciations des auditeurs des radios allemandes et britanniques, surtout à l'approche de l'opération Torche. Il est intéressant de souligner que la plupart de ces documents utilisent le terme de, je cite, traces que peuvent laisser ces propagandes, accusées par les fonctionnaires français de mettre en place, je cite, un plan indigène, redoutable pour la France, et ne manqueront pas, au bout du compte, de les inciter, je cite, au plébiscite. Ce terme récurrent de plébiscite est employé dans de nombreux rapports que j'ai examinés et ne correspond pas bien évidemment à l'idée de consultation populaire en vue d'un vote, mais à l'idée d'adhésion massive et autonome de la population maghrébine à un positionnement non sollicité par les autorités françaises. L'évolution sémantique ne manquera pas bien plus tard à parvenir à la notion d'autodétermination. À titre d'exemple, la préfecture de Marseille des affaires algériennes précise le 31 mars 1942 que, je cite, « L'état d'esprit et le moral des militaires nord-africains s'est largement dégradé. » Fin de citation. Et pour conclusion, je cite, « Les menées anti-françaises des propagandes allemandes se sont nettement intensifiées auprès des indigènes, recrutant des arabisants allemands. » On peut également se reporter à la note suivante, émanant de la préfecture d'Alger, datant de 1943. Je cite, « On sent par moments que des rancunes se rallument parmi les indigènes. Les propagandes étrangères prennent le dessus et on a l'impression d'une position qui nous échappe partiellement. » Fin de citation.
Cette constatation continuera du reste encore longtemps à leur échapper, mais cette note demeure hautement prémonitoire. Dans ce nouveau contexte, les autorités françaises au Maghreb ont cru devoir édicter de nombreuses mesures répressives telles que un décret de la préfecture de Constantine de 1941 interdisant les postes de radio dans tous les cafés morts, puis vint la censure et le brouillage des ondes accentué dès 1942 afin de parer à toute influence propagandiste étrangère. Ces documents, pourtant, semblent moins préoccupés par la propagande allemande. Des rapports de la préfecture de Tunis, datant de 1942 par exemple, indiquent que le sentiment anglophobe des populations maghrébines s'explique en grande partie par les méthodes colonisatrices appliquées dans l'Orient arabe, notamment la politique palestinienne anglaise, promesse de Belfort, livre blanc. Du reste, pour les services coloniaux français, ce sont surtout les Juifs qui écoutent la propagande britannique. Et pour illustration, un message récurrent, je cite, « La position des Juifs demeure inchangeable et ces derniers sont propagandistes des nouvelles radiodiffusées par l'Angleterre. Les Juifs se réjouissent du succès que remportent les troupes britanniques en Afrique et souhaitent ardemment la victoire anglaise. » Fin de citation. On pourrait également rappeler le cas du Stalag, qui était le centre de formation d'agents propagandistes nord-africains à Berlin, qui recruta souvent nationalistes, musiciens et conteurs arabes et apparaît dans un rapport classé secret par la préfecture d'Alger en juin 1942 comme, je cite, « la brindille du nationalisme arabe attisée par les Allemands qui implantent une propagande très poussée et méthodique. » Fin de citation. Tous ces documents mettent à jour qu'à la veille de l'opération Torche, les services français collectaient des informations très détaillées sur les propagandes étrangères en Afrique du Nord et y attachaient une importance cruciale pour l'avenir politique de la région. Mais ce sont surtout les stigmates de ces propagandes que les services de renseignement coloniaux français redoutent. Et pour illustration, un rapport de la préfecture d'Alger datant de septembre 1942 note, je cite, « Les Arabes voient dans la défaite de la France la fin de la domination française. Les propagandes étrangères les convainquent alors que l'occasion est arrivée. » L'impact des propagandes en Afrique du Nord est donc redouté. Et si l'on s'interroge sur l'efficacité du verbe comme arme, certains documents la démontrent. Ainsi, cette note de la préfecture de Biskra de 1943, adressée au gouvernement général de l'Algérie sur l'intérêt de l'utilisation de la langue arabe et de la flatterie, deux composantes majeures des propagandes. Il est noté, je cite, « La langue est la fleur de l'existence intellectuelle d'un peuple et est inséparablement mêlée à son histoire. Elle est née et a grandi avec lui et les propagandes britanniques et allemandes savent les utiliser. » Et d'ajouter, je cite, « Ce qui importe les Arabes, c'est la façon dont ils sont traités, dont on leur parle. » En effet, fin de citation, en effet, pour l'administration française, les propagandes légitimaient la lutte anticolonialiste en cours dans les colonies. Diffusée aussi bien par les Anglais que les Allemands, elle est l'arme ad hoc car elle est quotidienne, rituelle et très active parmi les populations. Autrement dit, les discours propagandistes britanniques et germaniques ont pu servir de catalyseur au nationalisme arabe futur qui a été aussi renforcé par la défaite de la France en 1940 puis par l'opération Torche. La principale inquiétude apparaissant dans ces documents, selon mon analyse, est, je cite, « les conséquences déstabilisatrices sur les soldats algériens tant que sur la population indigène ». Fin de citation, accusant les propagandes étrangères d'être, je cite, démagogues, entretenant des ferments de mécontentement contre la colonisation. Pour conclure, les propagandes respectives n'ont pas manqué d'éveiller dans les populations maghrébines le sentiment d'être subitement une cible d'intérêt et même un enjeu non négligeable sur le plan mondial, alors que jusqu'à présent, ils n'étaient que des indigènes. Les élites arabes ont rapidement compris
le rôle qu'il leur restait à jouer. Cela veut dire que l'effet des propagandes a été paradoxal par rapport à leur objectif, pour en fait aboutir à l'amorce de la décolonisation en Afrique du Nord. Si les deux propagandes visaient à entraîner le ralliement, je pense qu'elles ont en effet conduit au fameux plébiscite et irrémédiablement à la prise de conscience claire de la part des Arabes de l'incompatibilité des ralliements offerts avec leurs propres inspirations désormais légitimisées. C'est ainsi que le Maghreb, à l'origine terrain de destination de propagande venue d'Europe, est devenu un site de production de propagande locale orchestrée par des élites arabes dont le rôle a été primordial. Les radios, journaux et tracts ont donné également aux Maghrébins l'occasion de formuler leurs rêves indépendantistes, et ce même à l'échelle mondiale, grâce aux moyens de diffusion de la BBC, de Radio Berlin, plaidant pour l'indépendance de la liberté. Les propagandistes maghrébins ont été, peu après l'opération Torche, imprégnés d'un langage rhétorique sur les droits universels, qu'ils s'accapareront au service de leur propre agenda. En s'appropriant ces discours, des nationalistes maghrébins populaires comme Ben Barka, Ben Bella ou Boumedienne reprendront à leur tour et à leur compte les langages de liberté, de citoyenneté, d'autodétermination, de défense de l'islam dans le monde, mais bien évidemment aussi d'antisémitisme et d'antisionisme. En définitive, l'arme du verbe après l'opération Torche n'a, semble-t-il, pas atteint ses objectifs stratégiques. D'un côté, les appels à la destruction et au sabotage n'ont pas été suivis d'effet. De l'autre côté, les appels aux forces alliées n'ont pas entraîné d'engagement massif chez les Arabes. Et si, ça et là, on a assisté à des ralliements, ces derniers furent motivés par des considérations opportunistes résultant d'intérêts évidents à s'allier aux futurs vainqueurs. Par contre, et pour finir, à partir des notes d'écoute et autres documents émanant des services de renseignement français au Maghreb que j'ai étudiés, il est possible de se faire une idée plus large et circonstanciée de l'action psychologique résultant de ces propagandes et de mesurer l'importance de leur impact collatéral. Et enfin, il résulte expressément de tout ce qui précède que les Maghrébins n'ont pas juste été des récepteurs passifs de la guerre des ondes, ni des plagieurs de propagande de guerre, mais plutôt des acteurs avisés et légitimes. Durant les années qui suivront l'opération, l'arme du verbe, cette fois entre les mains des Maghrébins, provoquera le déclenchement prématuré d'un mouvement de lutte anticolonialiste doté cette fois d'une influence massive. Merci Yael Abessira, et il nous reste 10 minutes, un quart d'heure pour poser des questions. Alors si vous voulez bien, on va peut-être prendre plusieurs questions. Oui, on va vous prendre vos questions. On va peut-être prendre plusieurs questions à la suite de manière à pouvoir y répondre assez rapidement. Allez-y, s'il vous plaît. Je remercie Yael pour ce très beau, très bel exposé, très clair. Mais la question se pose. En fait, il y a une autocontradiction entre sa conclusion et tout son exposé. Elle a vanté les mérites et le grand danger de cette propagande, et à la fin, elle dit qu'en fait, elle a été d'une efficacité assez faible. En fait, lorsqu'on a entendu le bel exposé aussi de Damien et de Yael, le résultat et l'impact de cette propagande a été plus grand sur les dépouilleurs que sur les auditeurs. Et ceux qui ont dépouillé ces archives et ces enregistrements. Donc Merci. vous posez une question qui nous intéresse tous, quelle est l'influence et le résultat, mais je pense que... À part ça, il faut se rendre compte que les postes TSF à l'époque étaient très peu nombreux. Et évidemment, ça concernait. Et en effet, ça a été précisé, ce sont les Juifs qui écoutaient plus parce qu'ils étaient en plein danger que les autres communautés. Merci.
Merci pour votre remarque. Si vous voulez, je ne vais pas demander à nos deux intervenants de répondre tout de suite. Je voudrais qu'on prenne 2-3 petites questions. Peut-être le monsieur derrière, après à vous. Oui, d'un point de vue méthodologique, comment dans cet ensemble d'informations, parce que j'imagine qu'il y a un nombre impressionnant d'informations, comment vous choisissez celles qui vous semblent pertinentes de celles qui ne vous semblent pas pertinentes? Quelle est la part de subjectivité du chercheur dans ce type de travail? Merci. Peut-être devant, excusez-moi. Attendez, monsieur devant. Je voulais juste signaler le roman de Driss Schreiber, La civilisation ma mère. Donc c'est un romancier marocain. Et en fait, il parle de sa mère, de la mère analphabète, qui écoute toutes les émissions de la radio, qui soit des puissances de l'Axe ou des alliés. Et en fait, elle arrive avec sa propre carte accrochée au mur à suivre tous les déplacements des troupes, des armées. Et elle essaie de résoudre les contradictions dans les discours qu'elle entend. Donc je pense que c'est juste une petite anecdote que, tout à fait comme vous avez dit, Yael, que ces auditeurs étaient avisés, ils étaient engagés. Ce n'étaient pas juste des gens qui écoutaient et qui croyaient tout ce qu'ils ont écouté. Voilà. Merci de cette précision intéressante, madame. Oui, merci pour ces beaux exposés. Je m'étonne un petit peu parce qu'à travers ce que vous dites, on a l'impression qu'il y a les juifs et les musulmans, mais il y a aussi les populations, je dirais, chrétiennes arabes, et puis il y a les populations tout simplement d'origine française pure. Alors, où sont-elles? Où sont leurs oreilles? Mais merci d'avoir posé cette question. Je pense que dans les deux exposés, mais on a brusqué nos deux intervenants, il y a plusieurs publics. Il y a le public musulman que vous avez particulièrement développé. Vous avez évoqué l'ensemble des publics, mais ça serait peut-être intéressant, je vais vous demander d'intervenir l'un et l'autre maintenant, de répondre un petit peu et de préciser. On va reprendre après 2-3 questions, mais on va d'abord préciser un petit peu ces informations. Est-ce que vous voulez parler? Vous êtes particulièrement préoccupé du public musulman. Est-ce que vous avez travaillé ou pas sur... Pardon. Je m'y suis intéressée parce que les sources françaises coloniales sont concentrées sur ces populations. Elles sont très peu intéressées par l'influence de la propagande sur les Juifs ou sur les Français. Mais c'est aussi pour ouvrir le débat de l'interprétation, pour vous répondre, Joseph, sur l'influence de la propagande sur les Arabes. Jeffrey Herf, qui était un spécialiste mondial de cette influence, a une autre interprétation. La mienne est différente, c'est-à-dire qu'il y avait un but au départ, c'est-à-dire de rallier les musulmans et les Arabes aux armées, et puis en fait, ça a été un but collatéral, c'est-à-dire ce qui est sorti à la fin, c'est que les Arabes ont utilisé la même arme, mais pour servir leurs intérêts. Donc, mon intérêt particulier sur les populations arabes est pour ouvrir encore le débat de Jeffrey Herf, mais aussi parce que les sources françaises coloniales ne se concentrent que sur l'impact sur les Arabes, très peu sur les Juifs et encore moins sur les Français. Et puisque vous avez la parole avant de la donner à votre collègue, parce que vous avez fait une conclusion très intéressante, à la fois pour dire que finalement cette propagande n'a pas tellement marché, enfin c'est ce que vous disiez. Le premier but n'a pas été adapté à l'égard de la population musulmane, mais vous avez dit que ça a servi de modèle, peut-être pour la suite, pour communiquer, si j'ose dire, pendant les guerres de décolonisation. Est-ce que vous pouvez juste dire un mot revenir sur cette question de l'efficacité ou de la non-efficacité de cette propagande avec le témoignage qui a été rajouté? Alors, pour bien répondre à votre question, écoutez, le but, c'était de mobiliser les Arabes à leur côté, aussi bien du côté des Allemands, du côté des Britanniques. Seulement, en fait, les Arabes ont utilisé le narratif, la technique du verbe, l'arme du verbe, qui est vraiment le sujet. Le narratif libérateur, le narratif prometteur d'un avenir meilleur, pour leur lutte à eux, et ce qui n'était pas du tout le premier but enclenché par la propagande. Est-ce que j'ai répondu? Il y a une partie de ma question, est-ce que sur le moment,
parce que ça, on peut quand même le savoir avec des événements. Est-ce que, par exemple, des appels lancés par Radio Berlin ou telle et telle émission ont eu une certaine efficacité ou pas sur la population? Je dois vous dire que cette question, je la poserai à votre collègue, c'est une question qui nous taraude quand on vous entend, parce que, bon, c'est bien d'organiser des émissions, mais quelle est... Alors, je sais qu'il n'y a pas forcément... Elle a eu, bien sûr, mais pas celle auquel beaucoup de chercheurs pensent, c'est-à-dire une influence qui leur ait permis de se rallier à une armée ou une autre, mais une influence qui, je pense, a construit, et les Français l'avaient bien senti dans leur rapport, une influence pour construire leur propre propagande, en utilisant les outils, les narratifs, parce que de Radio Berlin, il était constamment diffusé que l'avenir sera meilleur, que les Arabes vont se libérer avec la présence allemande. Les Anglais, bien sûr, n'avaient pas de promesse d'indépendance, mais les Allemands le promettaient. Du coup, des présentateurs radio tels que Yassine ne parlaient qu'indépendance à l'approche de l'apparition de Torche, et les Arabes étaient très réceptifs de ces messages. Et d'où l'intérêt des autorités françaises qui voyaient qu'une porte nouvelle était ouverte, Tout à fait. ce qui n'était pas le cas avant la période de la guerre. Donc les mêmes questions sur l'influence ou pas de cette propagande que vous avez étudiée, et puis sur les différentes couches peut-être, puisque vous avez abordé cette question, population juive, vous avez donné des détails intéressants. Vous pouvez répéter ce nombre de postes de radio que vous avez donné pour la population globale, la population juive et la population musulmane, parce que c'est intéressant. Oui, il y avait 49 700 postes de radio au Maroc, et dont, je crois, 5 900 pour les musulmans et 2 300 pour les juifs. Je crois que c'était à peu près réparti comme ça. Donc une partie quand même très faible de la population et voilà, est équipée de ces postes de radio. Alors, dans l'impact de la propagande... c'est difficile à mesurer, l'impact d'une propagande. Néanmoins, il y a eu un gros effort de fait sur la BBC pour mesurer cet impact, parce que ça concernait au premier chef les résistants français. Quand ils ont été accueillis à Londres et qu'ils ont commencé à diffuser leur message, ils n'étaient qu'une poignée d'hommes, hein. Ils n'avaient aucun pouvoir, aucun moyen et pratiquement pas de soutien. Et il a fallu pour eux savoir si ce qu'ils disaient à la radio s'était entendu ou pas. Il n'y avait aucun moyen de le savoir. Et donc c'est par des petites consignes qu'ils ont lancées, qu'ils ont pu savoir que oui, alors tel jour, ils ont appelé à ce que pendant 1 heure, les gens désertent les rues et fassent des villes françaises, des villes vides. Et puis, partout, ils appelaient ça les heures d'espérance, avec des consignes qui duraient 1 heure. Ou alors, le 11 novembre, comme Vichy avait interdit toutes les manifestations, eh bien, toutes les personnes étaient appelées à venir au monument aux morts, juste, pas défiler, c'était interdit, mais... Comme par hasard, il y avait plus de monde devant le monument aux morts le 11 novembre, ou des choses comme ça. Et c'est par ces petites actions qu'ils ont pu mesurer l'impact des consignes. Ça a été fait pour la France métropolitaine par... Voilà. C'était fait pour la France par la BBC. Ça n'a jamais été fait pour l'Afrique du Nord. Il n'y a pas eu de consignes spécifiques en Afrique du Nord. Et même, je vous disais tout à l'heure, les consignes pour le débarquement allié ont été données une fois le débarquement commencé. Il n'y a pas eu de moyen de mesurer cet impact de la radio. Alors, la question de la méthodologie aussi sur le choix des informations, effectivement, c'est une vraie question. Disons que dans les comptes rendus d'émissions de radio, on voit 2 choses. D'abord, des émissions qui répondent de façon immédiate à l'actualité. Il y a eu un événement, il y a une réponse. Et justement, la radio s'est forcée de répondre le plus vite possible. Donc, il y a des émissions dont le contenu était important parce qu'immédiat. Il y a d'autres émissions dont le contenu est très répétitif, que j'ai pu retenir pour mon exposé, parce que ça revient très souvent. C'est cette permanence de l'information. Donc je crois qu'il y a vraiment 2 types d'informations, réponse immédiate ou discours de fond qui est asséné par les radios allemandes, italiennes ou par Radio Londres, tout à fait. Donc il y a vraiment ces 2 choses à distinguer. Mais il est vrai, vous aviez tout à fait raison de le souligner, il y a une grande part de subjectivité dans le choix des comptes rendus à retenir, puisque, je vous signalais tout à l'heure, environ 40 000 à 50 000 pages de compte rendu, ça représente 40 000 à 50 000 pages. D'ailleurs, j'ai limité mon propos par rapport au titre que vous avez sur les programmes, j'ai limité mon propos à l'année 42 parce que à dépouiller, c'était trop. Très pragmatique. Votre question sur la population, eh bien, c'est simple.
vu depuis la radio, il n'y a pas de population française en Afrique du Nord, ou si peu. C'est-à-dire que les messages adressés à la population française, s'adressent à la population française de métropole. Et il n'y a pas un cas à part pour les Français d'Afrique du Nord. Les Français d'Afrique du Nord suivaient avec intérêt la situation en métropole et vivaient en empathie avec les Français de métropole. Mais il n'y a pas de consigne particulière ou de population française d'Afrique du Nord considérée comme une population à part entière. Juste un petit mot. Je pense que les sources françaises sont vraiment révélatrices d'un nouvel angle sur l'impact de ces propagandes. Les Français n'étaient pas du tout soucieux ils étaient soucieux quand même de ce qui se passait dans les rangs militaires, si les Arabes allaient se rallier, allaient déserter. Mais leur inquiétude, d'après les documents que j'ai lus, qui sont juste qu'un début, leur inquiétude était principalement la menace pour leur colonie. C'est-à-dire que bientôt, qu'est-ce qu'on va leur mettre dans leur tête? Qu'est-ce qu'on va leur expliquer? Qu'est-ce qu'on va leur donner comme outil pour se battre contre nous? Donc, je pense que les sources françaises, comme l'a dit très, très fortement Ageron il y a quelques années, peuvent être une source d'interprétation future qui me paraît très intéressante. C'est tout ce que je voulais rajouter. On arrive à l'issue de cette séance. Alors, madame, allez-y encore, et puis je dirai un petit mot. Non, mais parlez dans le micro, tout le monde vous entendra comme ça. Oui, c'est un petit apport personnel. On a parlé beaucoup des gens de qui écoutaient les radios. Et moi, je vais parler de mon expérience personnelle de petite fille, quand on écoutait Radio Londres, et que tout le monde se massait autour de la TSF, qui était mise avec un son très peu fort. Et si par hasard quelqu'un à ce moment-là sonnait à la porte, c'était la débandade générale. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. C'était à Blida, en Algérie. Entendre un petit peu la BBC en français. Si vous voulez bien, on va en rester là. Je voudrais vous dire juste un tout petit mot à l'issue de cette présentation très intéressante et très, très prometteuse. J'ai bien noté dans vos deux interventions que finalement le monde arabe était extrêmement périphérique dans la guerre de propagande que pouvaient se livrer les forces en présence. Donc il ressort de vos deux exposés l'aspect extrêmement périphérique, c'est-à-dire qu'à la rigueur c'est un objectif très secondaire pour pas en dire plus, mais ça avait de l'importance. Et puis pour rejoindre ce que vous venez de dire, madame, sur vos propres témoignages, on va se séparer dans quelques instants pour le déjeuner. Sachez quand même que cette radio, c'était un enjeu fondamental pour la France libre et que quand Radio France est installée à Alger, le responsable, c'est presque amusant si j'ose dire, si ce n'était pas tragique, mais le responsable des actualités et le speaker, le rédacteur en chef, était un certain Roger Garaudy. Je vous le dis au passage, parce que c'est presque drôle de voir que une chose aussi importante que la propagande qui va être entre les mains des nouvelles autorités de la France libre, eh bien c'est un militant communiste. À l'époque c'était communiste, hein, il y a eu plusieurs périodes. C'est la période communiste. Et ben pendant l'été 1943, non seulement le speaker, mais le responsable de rédacteur en chef des actualités était Roger Garaudy, avec l'itinéraire qu'il a eu pour la suite. Voilà, c'était simplement une petite remarque et je remercie nos deux intervenants de nous avoir ouvert d'autres portes parce que c'est vraiment une manière d'aborder la question qui est très différente et qui est vraiment originale. Merci à tous les deux. Dieu, j'en ai écrit deux.